Dans l'actualité ce mardi, l'ouverture du forum sur l'évaluation des politiques publiques et institutionnelles de l'Afrique. Ouverture effectuée par le Premier ministre. L'évaluation sert à l'allocation des ressources de l'IDEA aux pays éligibles au guichet concessionnel de la Banque mondiale. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat technique session 2016 ont démarré ce mardi. Elles prendront fin la semaine prochaine. Nos équipes se sont rendues dans plusieurs centres, notamment le lycée technique, où les échéances ont pris du retard. On fera le point, évidemment, dans ce journal. La première édition du Forum international du logement social, économique et de standing a ouvert ses portes aujourd'hui au plateau. Principal enjeu de la rencontre, trouver une solution pérenne à la problématique du logement en Côte d'Ivoire. Le gouvernement attend beaucoup des conclusions de ce forum. Et puis à l'étranger, un conseil européen exceptionnel s'est ouvert dans la journée à Bruxelles. Ce n'est plus un sommet des 28, mais un sommet à 27 plus 1. Depuis le 8 des Britanniques au Brexit, le Royaume-Uni est en sursis. Cette réunion sera presque entièrement consacrée à cette situation inédite. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition. Et on vient de l'apprendre, en Turquie, une explosion et une fusillade seraient en cours à l'aéroport Atatürk d'Istanbul. Selon plusieurs médias turcs, pour l'instant, aucun bilan n'a été communiqué. Nous vous reviendrons sur cette actualité d'ici la fin de ce journal. Le chef du gouvernement ivoirien a ouvert ce matin le forum sur l'évaluation des politiques publiques et institutionnelles de l'Afrique. Les résultats de l'évaluation de ces pays sont désormais disponibles. Cela s'est fait sur la base de 16 critères définis par la Banque mondiale. L'évaluation sert, entre autres, à l'allocation des ressources de l'Association internationale de développement aux pays éligibles au guichet concessionnel de la Banque mondiale. L'éclairage de Justine Seydjike. Selon l'évaluation des politiques et des institutions nationales des pays de l'Afrique CPA par la Banque mondiale en 2015, la Côte d'Ivoire a obtenu la note de 3.3, mais elle ne fait pas partie des pays les plus performants de l'année 2015, comme le Rwanda avec 4.4, le Cap-Vert, le Kenya et le Sénégal avec 3.8. C'est ce qui ressort du forum sur l'évaluation des politiques publiques et institutionnelles des 5 pays emprunteurs de l'Association internationale de développement IDEA de la région ouest africaine, à savoir le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Occasion pour le nouveau économiste en chef pour la région Afrique d'exhorter les gouvernements africains à une meilleure organisation en s'appuyant sur le CPA. Je vais surtout ici vous inviter à regarder cet exercice au-delà des rangs, au-delà des scores, et penser à cet exercice comme une opportunité d'organiser nos gouvernements pour améliorer la qualité des politiques et de nos institutions. La Côte d'Ivoire, résolument engagée sur la voie de l'émergence, a compris le bien fondé de cet outil de diagnostic. Les instruments tels que le CPA permettent de maintenir une dynamique continue de réforme qui se matérialise par l'adoption de lois, politiques, normes et pratiques appropriées. Ces réformes sont de nature à consolider la stabilité politique et à mener à une forte croissance économique, un développement durable et une intégration économique accélérée au niveau national, sous-régional et continental. Le CPA comprend 16 critères d'évaluation regroupés en 4 catégories: la gestion économique, les politiques structurelles, la lutte contre l'exclusion et la promotion de l'équité, la gestion et les institutions du secteur public. L'évaluation a porté sur 38 pays emprunteurs de l'IDEA, dont 7 se sont améliorés et 12 ont reculé. C'est la période des examens à grand tirage. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat technique session 2016 ont démarré ce mardi. Elles prendront fin la semaine prochaine. Nos équipes se sont rendues dans plusieurs centres de composition, notamment le lycée technique d'Abidjan où les échéances ont pris du retard. Les candidats impatients ont pu se présenter devant la jury rien que vers la mi-journée. Le point de Moussa Konaté. Il est 9h ce mardi. Les candidats au baccalauréat technique sont présents dans l'enceinte du lycée technique de Cocody. Ils affrontent les épreuves orales et pratiques. Certains consultent le tableau d'affichage pour savoir l'ordre de passage. D'autres, par contre, font les dernières révisions. Depuis 8h, mais nous sommes là. Les membres ne sont même pas encore arrivés. Donc j'ai décidé de prendre mon cahier et feuilleter un peu, essayer de réviser un peu. Au secrétariat, on s'active pour le démarrage.
C'est aux environs de 11 h que débutent les échéances. Les candidats sont reçus par les jurys pour les épreuves d'anglais et de français. Je viens de finir le français, l'oral de français. Bon, c'était pas compliqué du tout. Il fallait juste reprendre. Bon, j'ai pu répondre à ce que je connaissais. Bon, j'ai été impatient, mais j'ai su passer quand même. Je viens de finir actuellement. Donc, je me prépare pour le jeudi. Là, je dois commencer les épreuves pratiques. Et après ça, il faudra aller se préparer pour les épreuves écrites. Bon, il faut dire que les enseignants ne sont pas encore présents. Nous avons jusqu'à ce jour 2 profs, un prof de français et un prof d'anglais. Donc le problème, c'est que les convocations au niveau des enseignants, des interrogateurs, ne sont pas vite arrivées. Donc c'est maintenant que certains professeurs prennent connaissance de leur lieu d'interrogation. Ces épreuves orales et pratiques du bac technique se tiendront du 28 juin au 8 juillet 2016. Pour le bac de l'enseignement général, du 5 au 8 juillet. Et les épreuves écrites se dérouleront du 11 au 15 juillet 2016. Dans l'actualité judiciaire, le 2e jour de témoignage à la Cour pénale internationale CPI de Joël Nguessan dans le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Pour l'audience du jour, le substitut du procureur et la défense ont interrogé le témoin sur les événements qui ont découlé du second tour des élections présidentielles de 2010. Le récit de Thomas Guessambi. Dans l'affaire qui oppose la procureure Fatou Bensouda, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, Joël Nguessan était à son 2e jour de témoignage devant les juges, conformément à la demande de l'accusation. Pour l'audience de ce mardi 28 juillet, le substitut du procureur et la défense interrogent le témoin sur les événements qui ont découlé du second tour de l'élection présidentielle de 2010. En d'autres termes, sur la crise post-électorale. Si dans les morceaux choisis de l'intervention de l'ancien ministre des Droits de l'Homme, on relève le niveau de relations ayant existé entre Laurent Gbagbo et lui, le déroulement des 2 tours de la présidentielle de 2010, l'acte de Damana Picasse à la proclamation des résultats, Joël Nguessan s'est surtout prononcé sur les résultats du second tour des élections. Avant qu'on rentre en campagne, je me souviens d'un écrit de président Anaki, président du MFA, où il disait en substance qu'il est presque convaincu que le cas en place accepterait difficilement de quitter le pouvoir une fois qu'ils auraient perdu. Et il a demandé à ce que les militants du RHDP se tiennent prêts à envisager cette hypothèse. Et ça, c'est une déclaration qu'on peut retrouver, c'était pratiquement 3 mois avant. Maintenant, je dirais que les élections elles-mêmes, que ce soit pendant la phase des pré-campagnes, la phase des campagnes, les choses se sont très bien déroulées. Bien d'autres sujets tels la création des FRC et le cas du commandant CKCK ont été aussi abordés par le témoin du jour. Le procès reprendra ce mercredi avec toujours Joël Nguessan comme témoin à la barre, certainement avec plus d'échanges avec la défense. Retour dans la capitale économique ivoirienne où s'est ouverte aujourd'hui la première édition du Forum international du logement social, économique et de standing. Principal enjeu de la rencontre, trouver une solution pérenne à la problématique du logement en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Habitat et du Logement social, Nyamien Konan, a présidé la cérémonie d'ouverture. Il n'a pas manqué de souligner que le gouvernement attend beaucoup des conclusions de ce forum. On fait le point avec Herman Nyamien. Le déficit de logement se pose avec acuité en Côte d'Ivoire. Seulement en 2016, un besoin de 500 000 logements est à combler pour satisfaire les aspirations des populations. Le premier forum international du logement social, économique et standing, qui a ouvert ses portes ce mardi 28 juin, est donc l'occasion pour les différents acteurs d'échanger afin d'apporter des solutions concrètes à cette problématique. Ce problème se situe sur 3 volets essentiels, notamment sur le foncier, sur le financement et la fiscalité. Ce forum-là va créer justement un cadre, une plateforme de négociation, de sorte que ce ne soit pas un forum de trop. Le gouvernement ivoirien a inscrit la problématique du logement dans ses priorités. Cette volonté s'est matérialisée par le lancement d'un vaste programme de logements sociaux en 2013. 3 ans après cette initiative,
Les opérateurs peinent à livrer les maisons. Sur 60 000 logements attendus, seulement 3 000 sont prêts à être livrés, faute de financement. Le ministre de l'Habitat et du Logement social dit avoir son idée pour résoudre cette question. Imaginez-vous qu'on adopte une loi en Côte d'Ivoire pour créer la contribution nationale au logement. Si nous avons nous-mêmes, nous consentons nous-mêmes spontanément, chacun, tous les salariés, à mettre 5% par mois de notre salaire dans un fonds dédié à l'habitat, on a besoin de personnes. Nyamia Kona souligne que c'est à ce prix que l'on pourra apporter une solution efficace au problème du logement en Côte d'Ivoire. Invité d'honneur à ce forum, la Tunisie, qui va partager son expérience en matière de logement social avec la Côte d'Ivoire, qui ambitionne de passer pour le programme de logements sociaux de 60 000 logements à 150 000 d'ici à 2020. Il est évident que les résultats de ce forum international du logement social, économique et de standing sont très attendus, surtout dans un environnement où les besoins en logement sont énormes. Jusqu'ici, l'opération ne connaît pas l'évolution escomptée, ce qui fait que 3 années après le lancement de l'opération de logements sociaux à Abidjan, il est toujours aussi difficile de se loger convenablement pour les Ivoiriens. Un sujet de Sephora Zegui et Francis Boifo. 6 à 10 mois de caution, coût élevé des loyers. Se loger à Abidjan, pas du tout facile. Il faut agir. Les populations sollicitent l'État. La politique de logement de l'État de Côte d'Ivoire est bon, mais il y a dans certains quartiers, les logements sont très chers. Je souhaite que l'État revienne à des locations ventes pour que toute la population diminue en des logements. Pour résorber la question, l'État a entrepris en juin 2013 un vaste chantier de construction de logements sociaux, économiques et de standing. 3 ans après, des maisons construites, mais pas encore livrées. Il faut que l'État se concentre pour faire l'accès à ces lieux d'habitation-là. Les VRD primaires, pour me résumer, les voiries, les réseaux divers, les amener d'eau, les amener d'électricité. L'État doit se cantonner à faire une urbanisation saine. Il nous reste encore quelques travaux à achever en ce qui concerne les VRD primaires, essentiellement les travaux d'amener d'eau et d'électricité, afin que les premières clés puissent être livrées. Une autre question aussi préoccupante que celle du foncier en matière de logement, le coût élevé des maisons. Il y a le ciment, il y a la main-d'œuvre, il y a le fer. Alors, il y a un certain nombre de choses qui ne dépendent pas de nous, qu'il faut ajouter au prix de construction. À partir de l'instant où nous arrivons à un coût de revient élevé, il va de soi que, bien entendu, leurs maisons reviennent chères. Pour booster le secteur de l'immobilier et rechercher des financements, afin d'offrir une chance à tous les Ivoiriens d'avoir un toit, les promoteurs immobiliers, en partenariat avec le ministère de l'Habitat et du Logement social, initient, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain, un forum international du logement social, économique et de standing à Abidjan. Le secteur du logement avait également été affecté par un incendie qui a ravagé, souvenez-vous, il y a 3 mois, les services du guichet unique du foncier. À ce jour, le bâtiment a été réhabilité. Il a même été inauguré aujourd'hui par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Mamadou Sanogo en a profité pour présenter le service des terrains aménagés, CETAM, la nouvelle arme du ministère pour faciliter aux usagers l'accès à des informations détaillées sur le foncier. Au cours de cette cérémonie, le ministre a en outre remis des véhicules aux directeurs régionaux du guichet unique. Intéressons-nous maintenant à cet insecte qui fait perdre beaucoup d'argent aux producteurs de mangue. Chaque année, ce sont 2 milliards de francs CFA que la mouche des fruits fait perdre aux producteurs ivoiriens. Conséquence, refoulement des mangues en provenance de notre pays, des marchés européens, campagne agricole écourtée, abandon des vergers et baisse du niveau des producteurs. Producteurs et experts de la filière ont donc mis en place une plateforme pour lutter efficacement contre ces bêtes pernicieuses. Amadou Ouattara. La mangue est le 3e fruit exporté de la Côte d'Ivoire après l'ananas et la banane. Selon Eurostat, en 2014, ce sont plus de 20 000 tonnes de mangue qui ont été exportées. Cette production est menacée par les mouches des fruits ou Diptera, considérés comme les ravageurs des cultures les plus redoutables au monde. L'impact négatif de la mouche des fruits fait perdre aux producteurs ivoiriens environ 2 milliards de francs CFA par an. Ça fait que la campagne même
de commercialisation, le mangue ne dure pas. Cette année, par exemple, en gros, ils ont fait 30 jours de campagne. Normalement, notre souhait serait que la campagne puisse durer un peu plus que ça. Face à la situation, le CORAF, Conseil ouest africain pour la recherche et le développement agricole, a initié un projet de renforcement de capacité des acteurs de la chaîne de valeur fruits en Afrique de l'Ouest. Les autorités administratives et les responsables du CNRA, structure qui représente la Côte d'Ivoire au sein de ce projet d'une durée de 3 ans, comptent mobiliser les leaders de communautés et les producteurs pour lutter efficacement contre ce mal qui ronge la mangue de Côte d'Ivoire. Il faut, à travers donc des technologies que le projet va nous permettre de diffuser auprès des acteurs de la chaîne de valeur, arriver à limiter donc ces attaques-là. Que les sous-préfets fassent le relais au niveau des sous-préfectures, avec des réunions avec les paysans, tous ceux qui font la mangue, pour vraiment les sensibiliser. Des actions de lutte qui se matérialisent déjà avec la mise en place d'une plateforme d'innovation. Le lancement de ces activités a réuni 2 jours durant plus de 70 participants à Korogo. La Côte d'Ivoire entend bien profiter de l'expérience du Japon dans le secteur des ressources halieutiques, un leitmotiv qui justifie le voyage du ministre ivoirien des ressources animales et halieutiques au Japon à l'invitation de l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, au centre des rencontres de travail, des échanges d'expériences pour une gestion durable et responsable des pêches en Côte d'Ivoire. Hugues Veblé. Développer une coopération halieutique davantage renforcée dans le domaine de la technique et des sciences, ce souci a guidé les entretiens et sciences de travail qu'a eu le ministre des Ressources animales et halieutiques au Japon. Kobena Kwasi Adjoumani était l'invité de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA qui soutient son département à travers les projets de relance de la production piscicole en Côte d'Ivoire continentale et de construction du débarcadère de Sassandra. Visée l'amélioration des conditions de travail et de vie de la communauté de pêche artisanale et la réduction du déficit national en production halieutique. Nous avons discuté beaucoup de choses concernant la coopération bilatérale entre le Côte d'Ivoire et le Japon. Et nous sommes d'accord que les 2 pays sont prêts à développer plus les coopérations entre les 2 pays. De l'expérience japonaise, la délégation ivoirienne avait à cœur de tirer profit au cours des différentes visites de terrain comme celle de Nagasaki. Nous avons fait des découvertes extraordinaires en matière d'aquaculture. Nous avons visité les instituts de recherche. Nous sommes allés en mer pour voir les cages flottantes à l'intérieur desquelles se trouvent des thons rouges. Nous voulons nous inspirer donc de toutes ces expériences japonaises pour asseoir notre stratégie de développement de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Kobena Kwasi Adjoumani a souhaité que des pêcheurs, des organisations professionnelles de pêche, des doctorants puissent bénéficier de l'expérience japonaise dans les domaines de l'industrie, de la conservation, de la gestion durable et responsable des pêches. L'état de la coopération halieutique entre la Côte d'Ivoire et le Japon, passé en revue au cours de ce séjour, se porte bien, affirme Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre des Ressources animales et halieutiques. L'agence emploie jeunes sur d'autres fronts pour rendre plus efficace la lutte contre le chômage avec l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire et le collectif des centres de gestion agréés. Un accord tripartite a été signé. L'objectif est clair, financer les projets des jeunes. Patricia Oumouetia. 3 signataires pour un partenariat. Étape importante pour le financement de la plateforme des projets jeunes de l'agence Emploi Jeunes. Une convention qui vient renforcer l'implication des banques et établissements financiers dans le financement des projets des jeunes promoteurs. Qui parle de financement des projets jeunes parle de dispositifs d'accompagnement. Et donc nous pensons que les banques font partie de ce dispositif qu'il faut avoir avec nous pour pouvoir mettre à la disposition des jeunes les financements adéquats, mais aussi les centres de gestion pour aider ou apprendre aux jeunes à mieux gérer leur initiative. Tout porteur de projet entrant dans le cadre de cette convention pourra bénéficier de certaines conditionnalités, notamment la formation, le financement à un taux particulier.
Ça fait partie déjà des deux grands avantages pour ce projet. Le taux d'emploi des jeunes en Afrique est l'un des plus faibles au monde. Face à ce cercle vicieux, le collectif des centres de gestion agréés veut donner un autre visage à la PME africaine. Cette signature va permettre de compléter le dispositif d'accompagnement en garantissant aux jeunes des conseils de professionnels pour les aider à mieux gérer les entreprises qu'ils vont créer et les accompagner de sorte qu'ils tiennent les engagements qu'ils vont prendre dans le suivi des échéanciers avec les banques. Le ministre de l'Emploi des Jeunes annonçait une disponibilité de 9 milliards pour le financement des jeunes au titre de l'année 2016. Tant que ces jeunes auront des projets bancables et pertinents, les financements seront mis en place. Ce partenariat intégré et surtout cet engagement de toutes les parties en faveur du financement des projets des jeunes sera opérationnel dans les prochains jours. L'université Jean-Laurent Guédé de Daloa voit vert. Sa présidente, Abiba Tidou Sanogo, vient de lancer une opération de planting d'arbres au sein de l'établissement. Elle entend faire de cette université d'agroforesterie une université verte en vue de lutter contre le réchauffement climatique. Elle a aussi intégré dans ses activités le projet Champ-École, un ensemble de cultures et d'élevage destiné à former les étudiants, comme nous le montre Thérèse Tapé-Yoboué. Bâtie sur une superficie de 404 hectares, l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa est une faculté d'agroforesterie. La présidente de cette université entend faire d'elle une université verte qui lutte pour la protection de l'environnement. Pour cela, elle a procédé au lancement d'une opération de planting d'arbres de teck au sein de la dite université avec le personnel administratif et l'encadrement des agents de la SODEFOR. Objectif, lutter contre le réchauffement climatique. La résolution de la COP 21 nous invite de lutter contre le réchauffement climatique. L'université Jean-Laurent Guédé, qui est une université à vocation agroforestière, ne peut pas demeurer en reste. Et c'est pour cela que j'invite aujourd'hui tous les acteurs de cette université à s'impliquer de manière effective, à couvrir cette université d'arbres afin de réduire donc le réchauffement climatique. Pour le point focal du projet Champ-École, cette opération permettra de délimiter l'espace universitaire et prévenir d'éventuels conflits fonciers avec les riverains. Quant au directeur régional de l'environnement, il a encouragé les chercheurs dans leur travail et rappelé que des fonds sont disponibles pour des projets environnementaux. La filière de l'agroforesterie a été initiée pour répondre à la nécessité de former des techniciens et experts en matière de production végétale pour relever les défis de l'autosuffisance alimentaire et le développement durable. Le projet de référendum constitutionnel, le processus de construction du parti unifié, la révision de la liste électorale et la mobilisation des militants constituent l'essentiel de la feuille de route donnée par le président de la République au directoire du RHDP à l'issue d'une rencontre consultative le 13 juin dernier. Le calendrier d'exécution de cette feuille de route était au cœur d'une réunion du bureau du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix ce mardi à Cocody. D'autres sujets tels que la mise en place de coordination sous-préfectorale et la mobilisation des militants ont été aussi évoqués. Rendez-vous est pris pour le 7 juillet prochain avec la presse nationale et internationale pour approfondir davantage ces questions. Dans le nord du pays, les filles et fils du Woroba, constitués des régions du Bafing, du Béré et du Worodougou, ont organisé dans la nuit de samedi à dimanche à la grande mosquée de Touba la célébration de la deuxième édition d'une nuit de prière dénommée Woroba 2016. Elle a réuni imams et guides religieux, autorités administratives, élus et cadres des différentes régions, avec à leur tête le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le compte-rendu de Koné Pargassoro. Touba, cité de l'Arbre Céleste, capitale du Bafing, est située à plus de 800 km d'Abidjan. À la grande mosquée de la ville, imams, guides religieux, filles et fils des régions du Bafing, du Béré et du Worodougou ont célébré la deuxième édition de la Nuit du Destin baptisée le Woroba 2016. Une nuit qui vaut plus de 1000 mois d'adoration. Pendant le mois de Ramadan, Dieu attache tout ce qui est satanique. Dieu ouvre le cœur des gens. Dieu ouvre les paradis. Et donc, il faut profiter par des gestes d'adoration intenses. Au cours de cette nuit, imams et guides religieux ont exhorté les filles et fils du district de Woroba à l'union,
l'entente et à la solidarité. Le but, c'est d'amener donc tous les enfants à méditer sur les thèmes qui sont développés ce soir par nos imams. La solidarité, la fraternité et l'union. Nous profitons de cette nuit-là pour faire beaucoup de prières, et pour les populations, et pour le pays. Aujourd'hui, il y a des cadres de tous les horizons du Woroba qui sont ici. Il y en a peut-être qui ne pensent pas forcément la même chose, mais au-delà de cette différence, nous sommes là. Lecture du Saint-Courant, prêche, chant liturgique ont meublé cette cérémonie religieuse pour le bonheur de l'ensemble des fidèles musulmans du district du Woroba. Je suis une maman, j'ai éduqué mes enfants à être unis, parce que sans l'union entre les frères, rien ne marche. Le Woroba 2016 s'est achevé par des bénédictions le lendemain en présence des autorités administratives, des chefs traditionnels et du parrain Ahmed Bakayoko, fils du Worodougou, par ailleurs initiateur de la célébration de la nuit du destin dans le district du Woroba. Il y a trop de divisions dans nos régions pour des questions de positionnement. Mais vous savez, si on a la foi, si on est croyant que la place, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas les palabres qui donnent la place. Et nous devons entourer tous nos fils qui ont un rôle important. C'est leur position qui nous permettra d'avancer. Après le Worodougou et le Bafing, la 3e édition de la Nuit du Destin dans le Woroba aura lieu l'année prochaine dans la région du Béret. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était également aux côtés du COSIM, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, pour une rupture de jeûne entre le COSIM et les membres du gouvernement. C'était vendredi dernier à Radisson Blu Hotel d'Abidjan, auquel ont pris part des membres du corps diplomatique accrédité. En Côte d'Ivoire, on retrouve Koné Parga Soro. Le musulman doit avoir un comportement exemplaire et être un modèle dans la société à l'image du prophète de l'islam. Des propos tenus par le président du Conseil supérieur des imams COSIM, le Cheikh Boakari Fofana, au cours de sa traditionnelle rupture collective du jeûne. Le Ramadan est une période d'espérance au sens plein du terme pour les musulmans, car il renferme tous les ingrédients moraux, intellectuels et spirituels pour se rapprocher davantage de son Créateur et obtenir ainsi sa satisfaction et son agrément. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a exhorté imams et guides religieux à multiplier prières et adorations pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko est revenu sur les attaques terroristes de Grand Bassam qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. En tant que ministre de la Sécurité, je peux attester que tous ceux qui ont participé à cet acte néfaste, grave, ne viennent pas de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Aucun n'a été référencé comme un fidèle de telle ou telle mosquée. Ils sont tous venus de l'extérieur et ils appartiennent tous à un réseau de grands trafiquants de drogue. Prières collectives, chants liturgiques, partage de repas, des temps forts qui ont marqué cette cérémonie de rupture collective du jeûne qui a vu la participation des membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire avec à leur tête le nonce apostolique. À l'étranger, la France ou le Sénat a adopté aujourd'hui le projet de loi travail par 185 voix contre 156 après l'avoir rendu nettement plus libéral lors de ses travaux, alors que le texte était à nouveau contesté dans la rue par des dizaines de milliers d'opposants. Je vous l'annonçais en titre, un Conseil européen exceptionnel s'est ouvert ce mardi à Bruxelles. Ce n'est plus un sommet des 28, mais un sommet à 27 plus 1. Depuis le 8 des Britanniques au Brexit, le Royaume-Uni est en sursis. Cette réunion de 2 jours des dirigeants européens va être presque entièrement consacrée à cette situation inédite du jamais vu en 60 années de construction européenne. C'est une journée chargée dans l'Union européenne post-référendum. Après le vote sur le Brexit, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent à Bruxelles pour la première fois depuis le référendum. Assumer le Brexit et ne pas tergiverser, c'est le message clair des Européens à l'endroit des Britanniques. C'est qu'il faut engager le plus vite possible la procédure de sortie
du Royaume-Uni de l'Union européenne et ensuite engager les négociations qui suivront. Malgré tout, Londres préfère temporiser quant à l'activation de l'article 50 du traité de Lisbonne concernant la notification de sa sortie de l'UE et entend la négocier de façon constructive. Hier, déjà une rencontre entre les dirigeants français, allemands et italiens s'était tenue afin d'établir une stratégie post-Brexit. Pour terminer ce journal, je vous rappelle cette information. 2 explosions et de coups de feu ont frappé l'aéroport international Atatürk d'Istanbul, en Turquie, selon les médias turcs, ce mardi soir, confirmé par des officiels turcs. 10 personnes ont été tuées, a affirmé le ministre de la Justice turc, Bekir Bozdav. Selon un premier bilan, près de 40 personnes ont été blessées. Plusieurs photos circulent sur les réseaux sociaux montrant de nombreux corps. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI1.